Bonjour, bienvenue dans le cours de mécanique quantique. Nous allons maintenant appliquer ce que nous avons vu avec les systèmes à deux états à une situation particulièrement intéressante et importante concernant le meson K. Alors, pour pouvoir vous parler de ça, je vais devoir vous parler un peu de physique des particules, mais ce ne sera pas très difficile, c'est surtout une présentation historique et on va dire presque une biographie des particules. Donc, dans la deuxième moitié du XXe siècle, les physiciens commencèrent à utiliser abondamment des accélérateurs de particules. C'est-à-dire qu'on a un dispositif qui permet de donner une grande vitesse à des particules chargées, en général des électrons ou des protons, et à les faire se heurter ensemble ou sur des cibles. Lors de ces collisions, par exemple un proton qui heurte un autre proton, on a fabrication, émission d'un très grand nombre de particules qui sont créées. Alors, ce processus ne devrait pas étonner puisque on l'observe déjà facilement avec des photons. On l'a vu avec l'électromagnétisme, il suffit d'accélérer une charge électrique pour émettre des ondes radio, c'est-à-dire des photons. Ici, le processus s'étend simplement à d'autres particules. Alors, les particules qui étaient connues au départ, avant ça, c'était le proton, le neutron, qui est semblable à un proton mais sans charge électrique, l'électron et quelques autres particules comme le muon ou le neutrino. En faisant se percuter les particules, les physiciens découvrirent un grand nombre d'autres particules. Un nombre tellement élevé d'ailleurs que pendant un temps on l'appela le zoo des particules. Tellement il y en avait de différentes sortes. Et à l'époque qui nous intéresse, nous en parler, on en avait déjà découvert beaucoup. Nous en verrons une partie ici. Alors, parmi les particules importantes, il y a les particules d'antimatière, c'est-à-dire les antiparticules, qu'on note avec une barre en général, N bar, E bar, U bar, Nu bar. Alors, l'électron est un peu particulier, il a une charge négative, donc parfois l'anti-électron est noté E+. Donc on les appelle antiprotons, antineutrons, anti-électrons ou positrons, anti-muons, anti-neutrinos. Et qu'est-ce que c'est ces antiparticules? Ben, en fait, ce sont des particules comme les autres. Simplement, leur charge est opposée. Par exemple, l'électron a une charge négative et l'anti-électron a une charge électrique positive. C'est le même qu'un électron, mais avec une charge positive. De même, l'antiproton qui a une charge, le proton qui a une charge positive, l'antiproton, c'est la même chose, mais avec une charge négative. Et ainsi de suite. Alors, on pourrait se demander, le neutron n'ayant pas de charge électrique, comment peut-il y avoir un antineutron? Est-ce que ça ne devrait pas être la même particule? Parce que si on regarde le photon, qu'on note en général gamma, il n'a pas d'antiparticule. Ou plus exactement, l'antiparticule du photon, mais c'est lui-même. Il n'a aucune charge, et donc l'antiparticule n'a aucune charge, c'est toujours un photon. Alors pourquoi pas la même chose pour le neutron? Mais parce qu'il y a d'autres charges qui interviennent, il n'y a pas que la charge électrique. Nous allons voir ça un peu plus près. Alors, dans ces interactions, dans ces collisions qui créent des particules, ça ne se fait pas n'importe comment, parce qu'il y a conservation de certaines quantités. Alors, la plus importante, c'est la conservation de l'énergie totale. L'énergie totale des particules avant collision est la même après collision. Et comme ces particules ont une certaine masse, disons m, ça veut dire que leur énergie, excusez-moi, leur énergie, c'est mc carré plus leur énergie cinétique
plus éventuellement une énergie interne, si elles peuvent être dans un état excité, un peu comme un atome. Ça, c'est des choses que nous avions déjà vues. Et le minimum, c'est mc carré. C'est la constante c, qui est la vitesse de la lumière dans le vide, est très grande. Donc l'énergie correspondant à mc carré est extrêmement élevée. Donc pour créer des particules massives, il faut beaucoup d'énergie. Créer des photons, c'est facile parce qu'ils n'ont pas de masse. Donc on peut créer des photons avec très peu d'énergie. Et c'est pour ça que on a découvert les ondes radio déjà au 19e siècle. Parce que c'est très facile à créer des ondes radio, des photons. Par contre, pour créer des particules massives, il faut beaucoup d'énergie. Et d'où ces accélérateurs qui accélèrent des particules à très grande vitesse. Elles ont une très grande énergie cinétique. Et cette énergie énorme est convertie en énergie, notamment en énergie de masse, mc carré, d'où la possibilité de créer un grand nombre de particules. Alors, il ne suffit pas de créer des particules, il faut pouvoir les observer. Il existe un dispositif assez ancien, dont nous avions déjà parlé, à l'électrostatique, c'est la chambre à brouillard. On a un gaz qui est très proche de la saturation. C'est-à-dire que la moindre pression ou la moindre baisse de température ferait apparaître des gouttelettes. Et dans la physique des particules, on utilise généralement un gaz d'hydrogène et les particules laissent une trace visible dans ces détecteurs. Mieux, ce détecteur peut servir de cible. L'hydrogène contient un proton, et donc une particule très énergétique qui rentre à l'intérieur peut percuter le proton et créer des particules dont on observe les traces. On fait encore mieux que cela, on utilise un champ magnétique très puissant, de façon à ce que les particules qui ont une charge électrique tournent dans le champ électrique. Nous avions vu cela dans l'étude du champ électromagnétique. Donc les particules chargées vont parcourir une trajectoire circulaire dans le détecteur. Et en utilisant la conservation de l'énergie, en mesurant cette trajectoire, on peut déterminer quelle est la charge de la particule, la charge électrique, ainsi que sa masse. Et donc on peut détecter toutes sortes de particules différentes, simplement en constatant qu'elles ont des charges différentes ou des masses différentes. Une deuxième loi de conservation qui est importante, c'est la conservation de la charge électrique. La charge électrique totale se conserve. Ça aussi, nous en avions parlé. Donc, la charge électrique totale des particules qui rentrent dans le dispositif est la même que la charge électrique totale de toutes les particules qui en ressortent. Un exemple très simple, c'est l'annihilation matière-antimatière. Les particules de matière-antimatière ont ceci de particulier qu'elles peuvent s'annihiler ensemble. Par exemple, lorsqu'un électron rencontre un anti-électron ou positron, ils peuvent s'annihiler et produire, en général, si l'énergie n'est pas très élevée, 2 ou 3 photons gamma. Donc, la charge électrique au départ est moins et plus, donc le total fait 0. À la sortie, il n'y a plus que des photons gamma, sans charge, donc le total à la sortie est 0. La charge totale est conservée. Les physiciens ont très vite classé les particules en 2 grandes catégories. Les leptons, dans lequel on trouve l'électron, le muon
noté avec la lettre grecque mu, et le neutrino, noté avec la lettre grecque nu. Et bien sûr, leur antiparticule. À noter que le neutrino est neutre, de son nom, il n'a pas de charge électrique, et le muon a une charge électrique identique à l'électron, c'est une espèce d'électron lourd. Et l'autre grande catégorie, c'est les baryons. Toujours beaucoup plus massifs, dans lequel on retrouve le proton et le neutron. Alors pourquoi un tel classement? Parce qu'ils ont très vite constaté que dans des interactions de ce type, et en fait dans toutes les interactions connues, y compris les annihilations et les processus de désintégration que nous verrons, le nombre de leptons était conservé ainsi que le nombre de baryons. Plus exactement, on a appelé charge leptonique, une charge portée par les leptons, notée plus 1 pour chaque lepton, et une charge baryonique notée plus 1 pour chaque baryon. Et pour les antiparticules, cette valeur vaut moins 1, bien entendu, puisque, comme on l'a dit, les charges s'inversent pour les antiparticules. À nouveau, dans cette interaction, l'électron, le positron, une charge leptonique plus 1, une charge leptonique moins 1, total 0. Les photons n'ont pas de charge leptonique, ni baryonique d'ailleurs, donc le total fait 0. On a conservation de la charge leptonique. Dans ces interactions, dans ces créations de particules, les physiciens ont très vite observé un grand nombre de particules. On va en noter quelques-unes que nous rencontrerons dans notre exposé. Le méson pi, noté avec la lettre pi, bien entendu. Le baryon sigma, noté avec la lettre sigma. Le kaon, noté par la lettre grecque K, qui est aussi la lettre K en latin, elle est totalement identique. Le lambda, noté par la lettre lambda majuscule en grec. Et une particule notée xi, appelée xi et notée avec la lettre grecque xi, que nous noterons souvent plus simplement comme ça, c'est un petit peu plus facile à écrire. Il découvrit aussi bien d'autres particules, et après l'époque de l'exposé que nous voulons faire ici, il découvrit encore bien d'autres particules, et par après ils trouvèrent comment on devait les classer, et pourquoi il y avait autant de sortes de particules. Ça, nous le verrons plus tard. Ces particules ont la particularité qu'il y a dedans des baryons, mais aussi des particules appelées mésons. Alors, les mésons s'écrivent avec un E, M-E-S-O-N, et pas avec AI, bien entendu, c'est pas comme la maison dans laquelle on habite. Les mésons n'ont aucune charge leptonique et aucune charge baryonique. Alors, on peut les classer en fonction de leur charge, moins 0, plus de leur charge électrique, les leptons, les baryons, les mésons. Alors, je note que les particules, pas les antiparticules, pour faire plus court. Alors, en négatif lepton, on a l'électron, on a le muon. En 0, charge 0, on a le neutrino. Pour les baryons, on a en négatif, on a le sigma, moins. On a
lambda 0 pour le neutre, ainsi que le neutron et le sigma 0. En positif, on a le proton et le sigma plus. Donc il existe plusieurs particules sigma avec différentes charges. Il en existe un neutre, un de charge négative, un de charge positive. Et on a dans les mésons, on a les pions, ou maison pi, pi moins, et k moins. Et on a le pi 0, le k0, et le pi plus, et le k plus. J'ai oublié le xi, qui lui aussi peut être xi moins ou xi 0. Moins ou xi 0. Outre cette classification, les physiciens observèrent qu'il y avait deux types d'interactions particulières. En plus de l'interaction que nous connaissons, l'interaction électromagnétique. Lorsque deux particules se heurtent dans une collision et créent d'autres particules, ça se produit à très haute énergie, avec des particules allant extrêmement vite, et l'interaction dure un temps très bref, très très bref, de l'ordre de 10 exposant moins 23 secondes. C'est vraiment très bref. Alors que les interactions électromagnétiques, par exemple lorsque deux particules chargées se heurtent et créent un flot de photons, la période dans laquelle elles interagissent par interaction électromagnétique, pas seulement lors du contact, mais à une certaine distance, bien entendu, cette période est nettement plus longue que ceci, et d'ailleurs ça se produit à plus basse énergie, avec des plus faibles vitesses. L'interaction électromagnétique est plus lente. Mais on observe aussi un autre type d'interaction lorsque des particules se désintègrent. Par exemple, un muon peut se désintégrer en donnant un électron et des photons, par exemple. Et ce processus, qui se mesure par la demi-vie, donc le temps pour que la moitié des particules se soient désintégrées, est typiquement de l'ordre de 10 exposant moins 10 secondes. Un dixième de milliardième de seconde. Alors à notre échelle, c'est extraordinairement court. Mais à l'échelle des particules, c'est une éternité. Dans les collisions qui sont extrêmement courtes, ce temps-là est 10 000 milliards de fois plus long. Et dans les interactions de ce type, je ne vais pas vous décrire là maintenant comment on le sait, mais elles peuvent se produire aussi lors de collisions, mais étant donné que les collisions sont très très courtes, il y a très très peu de probabilité que ça se produise. Le neutrino, qui n'interagit que par ce type d'interaction, interagit alors très faiblement avec les autres particules. Elle peut les heurter et créer éventuellement par exemple des photons, mais la probabilité que ça se produise est très très faible. En général, elles vont se croiser sans que rien ne se passe. Donc on constate typiquement deux sortes d'interactions. Une interaction rapide et intense, avec création de plein de particules, et une interaction lente, beaucoup moins intense, et qui, lors de collision, produit peu ou très rarement d'autres particules. Et on les a donc appelées interactions fortes et interactions faibles. Alors, revenons à nos collisions. Donc, typiquement, les interactions fortes. Les interactions de collision très rapides ou en la création d'un grand nombre de particules.
Suite aux lois de conservation, on observe certaines interactions, certaines créations de particules et pas d'autres. Par exemple, un K- rencontre un proton, ils se heurtent et sortent de la collision un K-, un proton, un pi+, un pi-, un pi0. Ou bien un K- percute un proton avec suffisamment d'énergie et la création, donc le K- et le proton disparaissent dans le processus et il y a création d'un sigma+ et d'un pi+. Eh bien, c'est OK, et ce type d'interaction s'observe effectivement. Par contre, un K- qui rencontre un proton, et en sortie, on a un K-, un proton et un pi+, non, on n'observe pas. La charge électrique totale n'est pas conservée, effectivement, on n'observe jamais ce processus. Ou un K- plus un proton qui créerait un lambda 0 et un pi+, à nouveau, non, la charge électrique n'est pas conservée et jamais on observe ce processus. Il y a aussi les conservations des nombres baryoniques. Les leptons interviennent très peu ou pas du tout dans les interactions, les collisions très violentes de ce type. Par exemple, un K- plus un proton peut créer un lambda 0 et un pi 0. Ou un K- plus un proton peut créer un K- plus un proton, plus un autre proton, plus un antiproton. OK. Et c'est observé. On observe ce type de collision et de création de particules. Par contre, un K- plus un proton n'en donnera jamais un K- plus un pi+, plus un pi 0. La charge électrique est conservée, mais pas le nombre baryonique. Et on n'observe jamais ce processus. De même, un K- plus un proton qui créerait un proton à K- et un neutron, non. La charge baryonique n'est pas conservée. Et effectivement, même avec beaucoup d'énergie, et même avec des milliards de collisions, on n'observe jamais cela. Mais, deux scientifiques, Gell-Mann et Nishijima, constatèrent quelque chose d'étrange. Si on tient compte de ces lois de conservation, on peut déterminer toutes sortes d'interactions qui se produiraient. Par exemple, un K- plus un proton qui produirait un proton, un K- et un K0. Charge électrique conservée, nombre baryonique conservé. Ou bien un K- plus un proton donne un proton plus un pi-. Le K- et le pi- sont tous les deux des mésons de même charge. Pas de raison d'avoir un interdit pour ça. Ou un K- plus un proton qui donne un lambda 0 plus un K0. Mais ils constatèrent très vite que même avec beaucoup d'énergie, on n'observait jamais cela. Donc il devait y avoir quelque chose qui l'interdisait. Parce que toutes les autres se produisent, et facilement, si on a assez d'énergie, mais jamais celle-là. Il devait y avoir une autre loi de conservation, nouvelle, qui expliquait ces résultats étranges. Et bien entendu, comme les physiciens ont beaucoup d'imagination, ils l'appelèrent étrangeté. Une charge appelée étrangeté. Et les particules ayant une charge étrange furent appelées particules étranges. À l'époque, on parlait des nouvelles particules étranges. Étranges parce qu'elles interdisaient l'existence de certaines interactions. Et on découvrit ainsi que on pouvait attribuer une charge étrange à certaines particules, ce qui expliquait toutes les interactions observées et également celles qui n'étaient pas observées. Donc ça expliquait tout. Alors quelles sont les charges attribuées? Eh bien, pour le proton, le neutron
pour le proton, le neutron et le méson pi, charge 0. Pas de charge étrange. Le méson K+, pardon, oui, pour le proton, neutron et méson pi. Le méson K+, et le K0, charge étrange, plus 1. Et pour les sigma et le lambda 0, il est neutre, charge étrange, moins 1. Pour le K-, charge étrange, moins 1. Et mieux encore, il existait un K neutre, bar, donc un anti-K0, appelé K0 bar, de charge étrange, moins 1. Et enfin, le sigma avait une charge moins 2. Alors, si on a deux mésons neutres, comment on fait pour les distinguer? Comment on sait qu'il y a deux mésons neutres? Puisque ils n'ont pas de charge leptonique, pas de charge baryonique, ils ont la même masse, ils n'ont aucune charge électrique. Alors comment fait-on pour les distinguer? Comment sait-on qu'il y en a deux? Eh bien ça fera l'objet de la prochaine vidéo, parce que c'est aussi ces maisons-là qui vont nous entraîner dans une étrange aventure. Merci.